Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est acheter ou louer sa résidence principale. Moi, j'aime bien le résumer sous une autre question qui est « Et si on continuait de jeter nos loyers par les fenêtres ?» C'est souvent en rendez-vous client une question que j'entends. Des gens qui se disent voilà, j'aimerais acheter ma résidence principale parce que j'en ai marre de louer, j'en ai marre de jeter mes loyers par les fenêtres. Et en fait, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu qu'en fait, c'est peut-être la pire des raisons de vouloir acheter sa résidence principale. Mon objectif aujourd'hui ne va pas être de vous dire de ne pas acheter votre résidence principale, mais par contre, va de vous montrer 2-3 petites choses d'un point de vue mathématique financière pour, si vous voulez, que vous puissiez réfléchir à ça en vous posant les bonnes questions. Alors, on va d'abord, qui suis-je mais je suis conseiller en investissement financier en gestion de patrimonial depuis 5 ans. Alors, j'ai vu qu'il y avait Nicolas Pacré ou Picré qui a posé déjà une question dans le chat que j'ai eu le temps de voir passer. Est-ce que j'ai des licences, etc. Donc, moi, je suis actuaire de formation, donc mathématicien de la banque et de l'assurance. J'ai travaillé dans le courtage, dans le conseil, notamment dans le conseil en risque financier, en gestion d'actifs chez les assureurs. Et ensuite, j'ai travaillé en gestion d'actifs au Crédit Mutuel. Et en fait, comment je suis tombé dans l'univers de la gestion de patrimoine? Moi, j'ai été passionné depuis tout petit par l'épargne, par l'énergie de l'argent, par l'investissement. Dès 18 ans, j'ai commencé à investir, avec plus ou moins de succès à l'époque avec la culture que j'avais. Je faisais du trading sur devises. Je m'étais réveillé à 3 heures du matin pour suivre les news économiques qui étaient publiées aux États-Unis. J'ai été président de club d'investissement de mon école. Et en fait, quand j'ai voulu investir après un changement de job, j'ai rencontré des conseillers en gestion de patrimoine. Et là, ça ne l'a pas fait du tout. Ça ne l'a pas fait du tout parce que j'avais la sensation d'en savoir plus qu'eux. Ça ne l'a pas fait du tout parce que j'avais la sensation d'avoir en face de moi des gens extrêmement commerciaux et ça ne me plaisait pas, quoi. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait les choses pour moi-même en rejoignant un réseau d'indépendance qui me permettait, moi, d'avoir un sourcing de produits financiers qui, venant du monde de l'assurance, je n'aurais pas pu structurer moi-même. J'en ai testé, je l'ai audité et j'ai vu que c'était assez qualitatif. Donc, j'ai fait les choses pour moi-même. Et en fait, en faisant les choses pour moi-même, ça a intéressé des amis, puis des amis d'amis. Et j'ai décidé d'en faire de mon métier et de quitter le monde de l'actuariat. Pour répondre à ta question, Nicolas, je me permets de te tutoyer. J'ai des licences, j'ai des habilitations, parce que pour exercer dans ce métier, on est obligé d'être inscrit au registre des intermédiaires et des professions financières. Je suis également CIF, conseiller en investissement financier, membre de l'ANACOFI, qui est en gros une association de CIF, puisqu'il faut être obligé d'être validé d'un point de vue des compétences et des formations professionnelles et des formations continues tous les ans. C'est un process un petit peu lourd, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ce qui me passionne le plus dans mon métier, mais voilà un petit peu, c'est un métier qui est extrêmement régulé. On est fréquemment contrôlé par les autorités de contrôle, comme la Banque de France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'autorité des marchés financiers. Rentrons dans le vif du sujet parce que c'est pas ce qui va vous passionner le plus. Et aujourd'hui, je vais vous dire acheter ou louer sa résidence principale. Déjà, il faut se dire qu'est-ce qui rentre en compte quand on veut calculer une rentabilité immobilière. Souvent, en fait, beaucoup de gens me disent oui, le loyer, ok, le loyer, ouais, le prix d'achat, très bien. Et ils s'arrêtent là. Parce qu'ils ont vu 2-3 trucs sur Internet, etc., et que c'est forcément complexe. En réalité, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans le calcul d'une rentabilité immobilière. La taxe foncière, les dates de livraison, le taux marginal d'imposition que vous pouvez avoir, le montant de l'apport, les taux d'emprunt, les taux des prélèvements sociaux, les frais d'expert comptable quand vous faites de l'investissement locatif, les hypothèses futures de conjoncture, votre conjoncture même personnelle, ça c'est presque le plus dur à envisager. Vous faites un investissement aujourd'hui, vous vous mariez, vous avez des enfants demain, ça aura un impact sur la rentabilité de ce que vous allez faire si vous avez des problèmes de gestion. Les loyers, bien évidemment, les frais de gestion, les frais de garantie bancaire, les frais de dossier bancaire, les frais de courtage, les montants des travaux quand il y en a, les taux d'assurance emprunteur, les frais d'entretien, les frais de copro, les frais d'assurance, le prix du bien, ça évidemment tout le monde le trouve, les frais de notaire, les réductions d'impôts éventuelles quand il y en a, le prix du mobilier quand vous louez en meublé, les durées d'emprunt et les charges non récupérables auprès des locataires. Voilà tout ce qui impacte, et je pense que j'en oublie quelques-uns encore, le calcul d'une rentabilité immobilière, que ce soit un actif de résidence principale ou que ce soit d'ailleurs un actif d'investissement locatif. Alors j'entends des bip, je pense que ce sont peut-être des gens qui mettent des questions. Sachez que quand je suis en mode présentation, moi je ne vois pas les questions, donc j'irai un petit peu après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous ces paramètres, mais il n'y en a que quelques-uns où vous avez la main en termes de marge de négociation. Les montants des travaux, si vous les faites vous-même ou pas, les durées d'emprunt en fonction de ce que vous négociez avec votre banque, l'apport que vous pouvez avoir, le taux éventuellement et les hypothèses futures. Le reste, finalement, c'est de la structure propre à un bien en particulier. Donc, finalement, vous n'avez pas la main. Vous n'allez pas arriver dans un appartement à Paris 8e, aller voir la copro et dire, bon, moi, je veux acheter l'appartement qui est en vente au 3e. Par contre, les charges de copro, vous me les baissez. A priori, je pense qu'on va vous renvoyer dans les 22, comme on dit. Et ce qu'il y a, c'est que dans tout ça, il y a finalement peu de paramètres dans lesquels vous avez la main, et il n'y en a que 2
qui vont dans votre sens de rentabilité. Les loyers et les réductions d'impôts éventuelles. Il n'y en a que 2 qui viennent techniquement vous enrichir. Le reste, c'est de la charge. Donc, vous voyez que c'est quand même pas simple de toujours piloter. Et ça, je pense que Florian rentrera un petit peu plus dans le détail de ce qu'il a réussi à faire, parce que pour avoir échangé avec lui, il a fait quand même quelque chose de sympa. Et donc, il vous en parlera un petit peu plus en détail. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de parler forcément de produits, vous aurez un petit schéma à la fin, mais rapidement, c'est vraiment de vous parler de mathématiques financières. Pour ça, on va d'abord comparer louer et acheter sa résidence principale. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Non, je ne peux pas me mettre en mode pointeur, peut-être. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si on voit ma souris. Je ne pense pas. Normalement, je peux avoir un pointeur. Si, on la voit. Pointeur laser. Là, j'ai un pointeur. Super. Allez, donc là, j'ai tout affiché d'un coup. Imaginez qu'on achète une résidence principale 200 000 €. L'idée, région parisienne, etc. Peu importe. Il va y avoir 20 000 € de frais, 7% de frais de notaire, on est déjà à 14 000. Si je prends des frais de garantie bancaire, si je prends des frais de courtage, si je prends, etc., on arrive facilement à 20 000 € de frais. Moi, mon objectif aussi, ça ne va pas être de discuter avec vous à l'euro près. Mon objectif, c'est vous donner des grandes tendances et des grandes réflexions pour vous montrer que les choses sont peut-être pas si automatiques et évidentes que ça. J'ai pris un crédit à 25 ans sans apport à 1,50%. Aujourd'hui, on peut même obtenir un tout petit peu mieux. Et une revalorisation foncière de 1% par an. Et voilà ce que ça donne en termes de montant. Mensualité, quand on loue, on va louer par exemple 650 € par mois. J'ai pris une moyenne nationale sur un bien en moyenne à 200 000 €. Quand vous l'achetez, déjà 200 000 € sur 25 ans à 1,50, on est déjà à 935 € par mois, assurance comprise. Les charges de copropriété, elles sont moindres à la location, puisque vous allez avoir une partie qui va être conservée par le propriétaire, et elles vont être totales si vous êtes propriétaire. Donc, vous voyez que déjà, entre 2 tiers sur le locataire, 100% quand vous êtes propriétaire. La taxe foncière, quand vous êtes locataire, vous ne l'avez pas. Là, j'ai pris 800 €. La taxe d'habitation, ça, les 2 l'ont. Alors, aujourd'hui, la taxe d'habitation, discussion qui la pague, est-ce que vous êtes éligible, etc. Bon, a priori, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître, tant mieux pour tous. Et les frais d'entretien, ça, j'ai pris un 100 € par mois supplémentaire de frais d'entretien, parce qu'en général, quand on est propriétaire de sa propre résidence, on met un petit peu plus d'entretien et un petit peu plus d'argent dans l'entretien de son logement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que déjà, si je compare juste une vision coût sur un an, une location vous coûte 9 000 €, là où l'achat vous coûte 14 820 € par an. À 5 ans, je fais juste x5. Ce montant x5, j'arrive à 45 000 € à peu près pour la location, 74 000 € de coût pour l'achat de résidence principale. Mais à 5 ans, si vous revendez, là, vous détenez rien, donc revente à 210 000, puisque pendant 5 ans, j'ai eu une revalorisation foncière ici. Donc ici, vous n'avez rien, vous avez juste dépensé 45 000 €, c'est tout, puisque vous avez été locataire, donc si vous quittez le logement. Quand vous avez acheté, finalement, vous revendez, vous soldez le crédit, il y a des indemnités de remboursement anticipé, etc. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chiffrer si vous voulez, le coût total. Et finalement, vous vous êtes créé un petit peu de patrimoine, mais au final, en coût, ça vous a coûté 46 000. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, à vision coût sur 5 ans, dans mon exemple, il faudrait prendre, si on prend un appartement parisien en place intramuros à 1 million d'euros, ou si on prend une maisonnette à, je ne sais pas moi, Clermont-Ferrand, j'ai rien contre Clermont-Ferrand, mais c'est juste pas tout à fait le même marché. Évidemment, les chiffres se discutent. Moi, là, je suis vraiment là pour vous parler de logique et de réflexion. Mais vous voyez qu'en fait, à louer ou à avoir acheté, on a dépensé moins à avoir été locataire. Si on fait un coup à 6 ans, on a dépensé 54 000 € en location et on n'a rien, toujours rien. Si on a acheté la résidence principale et qu'on solde le crédit, au final, on aura dépensé 54 000 € dans la location et 51 380 € dans l'achat de la résidence principale. Finalement, là, on s'est mis à gagner de l'argent. Donc déjà, il y a une question de projet. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, si vous envisagez d'acheter votre résidence principale, vous l'envisagez pour au moins 5, 6, 7 ans, le temps d'amortir certains frais de notaire, etc., les montants des travaux quand il y en a, etc. Sinon, parfois, il vaut mieux rester locataire, rien qu'en vision coût, en fait. Donc ça, c'est un premier point. Mais là, il y a un biais. J'ai créé un biais économique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce n'est pas participatif forcément dans cette présentation, mais il y a un petit biais. La résidence principale est un passif financier. Oui, c'est aujourd'hui quelque chose qui ne va pas forcément créer de l'argent. Oui, mais à Paris, Paris en 25 ans, ça a fait x5, et en France, l'immobilier sur 25 ans,
en moyenne, sur les 25 dernières années, a fait x3. C'est vrai. Mais on va regarder quelque chose. Je reprends mon investissement à 20 000 euros, travaux 20 000, frais de notaire 16 000, frais de garantie bancaire 3 500, des frais de dossier de 500 euros, etc. Bref, j'ai un financement de 220 000 euros. J'ai mis un peu d'apport, j'ai des mensualités de 935 euros, j'ai pas de loyer, j'ai des frais d'entretien, des frais de copro, des frais d'assurance, une fiscalité totale moyenne, ça c'est ma taxe foncière. Donc si vous voulez, j'ai pas de loyer, ma participation, moi c'est souvent sous cette forme-là que je présente à des clients hein, les rentabilités d'un investissement locatif. Donc là, finalement, ce n'est pas un investissement locatif, donc il n'y a que de la charge. La participation mensuelle moyenne est de 1 275 euros. Ça aussi, il y a un levier, il y a un biais. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, j'ai une capacité d'emprunt de 200 000 euros ou 220 000 euros, ça va me coûter 900 euros par mois. Non, non, ça ne va pas vous coûter 900 euros par mois d'être propriétaire. En général, il faut rajouter 30% en moyenne. Hein, c'est une moyenne, ça peut se vérifier plus ou moins. À peu près 30% de votre mensualité de crédit pour tenir en charge votre résidence principale. Ce qui veut dire que des gens qui se disent « mais oui, mais moi j'ai la capacité d'emprunt pour emprunter 350 000 euros et à peu près être à 1 500 euros de mensualité », attention, être propriétaire ne va pas vous coûter 1 500, ça va vous coûter 2 000. Et donc là aussi, il y a une gestion budgétaire sur laquelle il faut faire un petit peu attention. Le capital obtenu à la sortie est de 220 000 euros. Là, j'ai pris finalement la valorisation grâce aux travaux. J'aurais pu prendre un peu plus sur 25 ans, mais vous allez voir ce que je vais faire. Finalement, si j'avais compté sur un livret de verser mensuellement 1 275 euros pour me créer 220 000 euros de patrimoine, avec ma résidence principale, j'aurais une rentabilité de moins 5%. Pas terrible comme livret. Alors vous allez me dire, oui, mais l'immobilier prend plus que ça. Si je prends une augmentation de 25% du foncier, et finalement je ne revends pas 220 000, je revends 275 000, donc j'ai mis 1 275 euros en moyenne par mois, et je revends 275 000, j'ai une rentabilité de moins 3% annuel. Toujours pas terrible comme livret. Pour l'instant, on ne bat même pas le livret A. Vous allez me dire, mais si je veux faire une opération blanche, c'est-à-dire qu'au moins par rapport au coût que j'ai en face de ma résidence principale, j'ai au moins, entre guillemets, eu une plus-value financière qui me permet de compenser tous les coûts que j'ai eus pendant 25 ans, il faudrait que la résidence principale soit revendue avec une augmentation de 200%, que le prix est doublé. Et ça, souvent, on ne s'en rend pas compte. Et ça, ce sont des cas moyens en France. Si je prends des villes comme Paris, c'est plus. Alors, là où il y a une stat qui est vraie, c'est que nos parents, je sais que la communauté est plutôt jeune, il y a peut-être des personnes un tout petit peu plus âgées, mais nos parents, sur les 25-30 dernières années, ont pu réussir ça. On l'a vu. Moi, mes parents, ils ont acheté une maison à Bordeaux. Ils avaient acheté l'équivalent en euros de 90 000 euros. Ils l'ont revendu l'année dernière à peu près 450 000 euros. A priori, on n'était pas trop mal. Bon, elle était super bien entretenue, ça leur a coûté un bras et plus qu'un bras comme membre pour entretenir tout ça de cette manière-là. Donc, on avait essayé de chiffrer. Et j'avais dit à mon père, mettons tout bout à bout, parce qu'il m'a dit, tu as vu, j'ai fait le meilleur investissement possible, toi qui es conseiller, j'ai fait 350 000 euros de plus-value. J'ai fait, non, on va tout chiffrer. On n'a pas pu tout chiffrer parce qu'on n'avait pas 25 ans d'historique sur les papiers, donc c'était un petit peu difficile. Mais en mettant tout bout à bout, taxe foncière, taxe d'habitation, tous les travaux, l'entretien, les choses qu'ils ont fait refaire, ils l'ont fait refaire 2 fois la maison, parce qu'en 25 ans, en plus, moi, avec moi et mon grand frère, on a fait quelques ravages quand même dans la maison, quand on était gamin. Donc il y avait eu une plus-value, mais elle n'avait pas été aussi grande que prévu. Donc finalement, il y avait une rentabilité. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, à vous, c'est que ces chiffres, ils sont vrais toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez à peu près avoir une vision coût qui est équilibrée sur votre résidence principale, il va falloir que ce que vous achetez fasse 200% en moyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on achète en région parisienne à 13-15 000 du mètre, est-ce que dans 20-25 ans, on sera à 30 000 du mètre? Est-ce que quand on a des prix dans des régions comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier, les grandes villes de France où on atteint des 4, 5, 6, 7, 8 000 euros du mètre, est-ce que dans 25 ans, on aura fait x2? Je n'ai pas la réponse. Parce que moi, je suis conseiller, je ne suis pas visionnaire, malheureusement. Je ne lis pas dans le marc de café. J'aimerais bien avoir la réponse, je ne veux pas vous mentir. Mais c'est juste pour vous dire que quand on entend aussi nos parents dire vous embêtez pas, investissez pas, achetez votre résidence principale, c'est sécurisant et financièrement, vous allez faire quelque chose, un bon coup. Moi, je m'interroge sur est-ce qu'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, nous sommes capables d'avoir la même évolution des prix de l'immobilier que les générations précédentes? Je ne suis pas sûr.
Mais je n'ai pas la réponse. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais introduit un biais dans mon coût. Donc là, cette fois-ci, on va passer dans une vision investissement. Je vous avais dit que tout à l'heure que louer la résidence principale, ça coûtait 8 990 € à peu près, et que l'acheter, ça coûtait 14 000 et quelques. Donc finalement, j'ai créé un biais, c'est-à-dire que j'ai comparé deux choses qui ne sont pas comparables. J'ai comparé quelque chose qui me coûte 9 000 € par an avec quelque chose qui m'en coûte 15 000. Donc au final, on voyait qu'au bout de 6 ans, la résidence principale devenait un petit peu plus intéressante. Mais est-ce qu'on va se dire, on va se mettre à iso-participation. Techniquement, si j'ai 5 000 € que je ne dépense pas, presque même 6 d'ailleurs, ça veut dire que je peux investir cette différence. Et donc là, ce qu'on va comparer, c'est je reste locataire et j'investis le delta que je devrais dépenser si je devais acheter ma résidence principale, versus j'achète ma résidence principale, mais comme vous l'avez vu, il y a non seulement la mensualité de crédit qui est souvent plus forte qu'un loyer, et toutes les charges qui sont associées à côté. Donc finalement, on se met dans une position locataire-investisseur versus propriétaire de sa résidence principale. Et là, ça va être intéressant, on va regarder le capital qui est créé. Au bout de 2 ans, on a créé 12 400 € de capital avec l'investissement. Alors là, j'ai pris un investissement qui tourne à 5% par an. Voilà. Ça se défend, on peut faire plus, on peut faire moins. J'ai pris 5% net en moyenne. Donc 5 800 € répartis sur 2 ans à 5% par an, avec un versement progressif, bien évidemment, on est à 12 400 €. Là où à la résidence principale, capital créé, moins 1 250. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça prend du temps d'amortir certains frais, comme les frais de notaire, même si je prends la même revalorisation foncière, hein, j'ai pris la même revalorisation foncière de 1%, de 1 ou 1,5, je ne sais plus, et bien finalement, on se retrouve en négatif. On n'a même pas eu le temps d'amortir les frais, garantie bancaire, frais de notaire, etc. Donc là, finalement, la différence, elle est de 13 640 € pour la personne locataire qui investit. À horizon 5 ans, tout à l'heure, ça s'équilibrait un tout petit peu. J'ai créé 34 000 € de patrimoine. J'ai eu mes dépenses à côté, ça c'est de la perte sèche, mais j'ai mis 34 000 € de côté avec ma rentabilité à 5%. J'ai 27 000 € du côté de ma résidence principale. Là, vous voyez, ça se rapproche. Il n'y a plus que 6 500 € d'écart en faveur du locataire investisseur. Au bout de 10 ans, dans mon exemple, j'ai 81 000 € de côté pour mon locataire investisseur. J'ai 79 000 € pour le propriétaire. Donc, vous voyez que là, finalement, le moment d'équilibre, il n'est pas comme tout à l'heure à 6 ans, hein, il est plutôt aux alentours des 10 ans, puisque là, dans mon exemple, le locataire investisseur gagne un petit peu plus de patrimoine final que la personne qui a acheté sa résidence principale. Et alors là, vous allez me dire, ça va se croiser et ça va devenir plus intéressant d'acheter la résidence principale. À horizon 15 ans, j'ai créé 145 000 € grâce à mes investissements en mettant de côté, qui tournent à 5%. Et j'ai créé 134 000 € de patrimoine avec ma résidence principale. L'écart se recreuse finalement. Je reprends 11 000 € à finalement rester locataire et investir à côté. À horizon 20 ans, ça s'écarte encore plus. 233 000 € si je suis locataire investisseur et 193 000 € pour l'achat de la résidence principale. Vous voyez, on ne va pas tarder à arriver dans mon investissement à 220 000. Il reste 5 ans et donc il reste à peu près 5-7 000 € de capital à rembourser. Et je me suis créé 40 000 € de patrimoine en plus des locataires et investir la différence. Ça, c'est dû à une seule raison. La mécanique des intérêts composés. La mécanique des intérêts composés, Einstein disait que c'était la plus grande force de l'univers, il l'a vraiment dit. Alors Einstein, il a quand même dit 2-3 trucs intelligents dans sa vie. La mécanique des intérêts composés, c'est de se dire quoi? Si aujourd'hui je mets 100 € par mois quand j'ai 20 ans, et que ça tourne à 0%, j'ai mis 54 000 € de côté. Si ça tourne à 5% annuel, j'ai 200 000 €, quasiment 200 000 € de patrimoine. Parce que j'ai généré des intérêts, et d'année en année, j'ai généré des intérêts. Et ce que vous ne voyez pas au début, quand on est locataire et qu'on investit à côté, c'est qu'en réalité, au début, la mécanique des intérêts composés, elle met du temps à se mettre en place. Je vous donne 100, je le fais tourner à 5%, l'année d'après, ça fait 105, l'année d'après, j'ai 5% de 105. Ok, mais 5% de 105 ou 5% de 100, ça ne fait pas une grosse différence. Mais sur un horizon de 25 ans, sur un horizon d'achat, c'est énorme. Et c'est là où, en fait, on voit la différence. Si je le mets à 10%,
l'investissement, là, on arrive quasiment à 1 million d'euros. Vous me direz 10% d'investissement sur un horizon 25 ans, c'est plus ou moins difficile à trouver. Pardon, là, c'est pas sur un horizon 25 ans, c'est un horizon 45, horizon retraite. Là où je veux vous faire part aussi du coût de la remise à plus tard dans la mécanique des intérêts composés, c'est si au lieu de commencer à 20 ans avec 100 euros par mois, je commence à 30 ans, pour avoir les mêmes résultats, ce n'est pas 100 euros de côté que je dois mettre, c'est 265. Je perds un quart du temps de mon investissement, je dois faire quasiment 3 fois plus d'efforts financiers. Je commence à 40 ans, j'ai perdu la moitié du temps, 20 ans sur 45. Ce n'est pas 2 fois plus d'efforts que je dois faire, c'est 7 fois plus d'efforts que je dois faire pour arriver au même résultat. Si je commence à 50 ans, par exemple, pour préparer ma retraite, c'est 22 fois plus d'efforts. Donc quand on me dit oui, mais ce n'est pas forcément facile quand on est jeune de mettre 100, 200, 300, 400 euros de côté, encore que bon, je commence à travailler avec pas mal de freelance et je vois un petit peu les volumes d'affaires, les chiffres d'affaires qui sont faits, et en général, il y a quand même un peu de capacité d'épargne. Mais est-ce que c'est facile à 20 ans de mettre 100 euros par mois? Pas forcément. Est-ce que c'est facile à 30 ans de mettre 300 euros par mois? Pas forcément. Quand on se dit, mais je le ferai plus tard, quand j'aurai 40 ans, des enfants, mais est-ce que c'est facile à 40 ans de mettre 700 euros par mois? Pas forcément. Et alors à 50 ans de mettre 2000 euros par mois, alors là, c'est pas forcément évident non plus. C'est ça la force de la mécanique des intérêts composés, et c'est ça qui recrée l'écart. C'est qu'au début, j'ai une mécanique des intérêts composés qui ne porte pas ses fruits, et quand j'arrive sur les horizons 25 ans, mais vous voyez, c'est exponentiel, et c'est ça qui recrée l'écart par rapport à l'achat de la résidence principale. Il y a aussi une grande méconnaissance des produits financiers. Alors là, j'ai mis plein de choses un petit peu à droite, à gauche. Il faut bien connaître évidemment les niveaux de rentabilité, les niveaux de volatilité, les niveaux de risque. Moi, ce qui va m'intéresser, là, vous voyez, je ne vous ai pas parlé de produits. Florian vous parlera de ses investissements locatifs. Il n'y a pas de rentabilité miracle. On a beaucoup de formations aujourd'hui qui disent comment devenir rentier en immobilier en étant au chômage, sans apport, unijambiste et sans savoir changer une ampoule. C'est pas vrai. La réalité du marché, c'est pas celle-là. Vous regardez une formation, vous allez voir une banque, on vous dit ciao. C'est pas vrai. Donc, il y a des gens qui arrivent à faire des coups. Florian nous parlera des siens. Souvent, forte rentabilité rime avec, dans l'immobilier en tout cas, rime avec soit risque, soit tension locative, soit zone en termes de valorisation qui est moins bonne, soit vous y avez mis de l'huile de coude, évidemment. Si vous prenez une épave et que vous tapez tout vous-même, ben oui, vous allez créer de la rentabilité. Est-ce que vous êtes capable de le faire de une? Et de deux, techniquement, si on chiffrait le coût horaire de votre effort, eh bien finalement, on devrait le rentrer dans la rentabilité, mais c'est un phénomène qui est un peu macroéconomique. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris 5% de rentable, vous voyez, je n'ai pas forcément pris investissement locatif à côté. J'ai pris, qu'est-ce que ça donne d'être locataire et investisseur à côté, peu importe le produit, juste 5% par an. Et finalement, par rapport à l'exemple de résidence principale que j'ai pris, on créait plus de patrimoine au final. Donc vous voyez, juste mon objectif ici, c'était de vous transmettre ceci. Il y a des bonnes raisons d'acheter sa résidence principale. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas le faire. Je suis en train de vous dire de le faire pour les bonnes raisons. Je veux me sentir chez moi, avoir quelque chose qui m'appartient. C'est une très belle raison. Je veux le voir comme un produit de prévoyance. Demain, il m'arrive quelque chose, j'ai un toit ou mes enfants ont un toit. C'est une très bonne raison. Maintenant, si vous vous dites, j'en ai marre de jeter des loyers par les fenêtres, réfléchissez à ce que je vous ai montré aujourd'hui, parce que là, forcément, c'est pas évident. Il faudrait, je tiens parce qu'on pourrait discuter de tous les chiffres au centime près, prendre des cas différents, et on pourrait le faire. Il y a peut-être des villes, des endroits, des typologies de biens où ce que je vous ai montré aujourd'hui marche plus ou moins bien. Moi, l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous dire, attention, ce n'est pas automatique, et donc il faut faire ces projets-là pour les bonnes raisons, sans oublier que, probablement pour notre génération, la résidence principale est un passif financier. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que c'était clair. J'avais peu de temps, je voulais vous parler de beaucoup de choses, et je crois, Clément, que tu voulais passer à certaines questions. C'est ça. Merci, merci Adrien. C'était très clair, fort intéressant, comme à ton habitude. Il y a eu quelques questions qui sont passées. Alors, j'ai vu notamment, donc, vous voyez la magie du vote pour les questions. On peut voir que la question de Caroline a eu pas mal de votes. Je vois sur la slide, résidence principale est un passif. Si on a un apport et que du coup on paye moins de crédit que le loyer potentiel, la balance s'inverse au final. Je ne sais pas si peut-être que tu as répondu aussi. Alors oui et non, j'ai presque envie de dire c'est encore pire. Alors, enfin, oui et non, est-ce que c'est encore pire? Ça se chiffre.
Si vous mettez de l'apport, mécaniquement, vous allez réduire la partie dette, il va y avoir des coûts en moins. Mécaniquement, vous avez immobilisé du cash. Aujourd'hui, si un banquier, alors là, c'est plus un conseil, je sors un petit peu de la slide, si un banquier vous demande de l'apport, négociez le mois d'apport possible, s'il vous plaît. En termes de crédit, je n'avais pas le temps de le présenter aujourd'hui, ça pourra faire l'occasion, Clément, peut-être d'une autre présentation, un de ces quatre. Le crédit est contre-intuitif. Souvent, on se dit, je ne veux pas un crédit long, ça me fait peur. En réalité, ça vous protège, surtout vu le niveau de taux aujourd'hui. Et de l'apport, c'est pareil. Gardez l'apport, prenez une dette à 1% ou à 50%, c'est-à-dire une dette qui ne vous coûte pas cher. Parce que autant 5%, on peut se dire, oui, c'est plus ou moins facile de le faire. Autant je m'endette à 1,50 et mon apport, je le garde pour l'investir et battre un 50. Battre un 50, c'est pas très dur. Tous ceux qui ont un vieux PEL, ils y arrivent, sans aucun effort, déjà. Donc, vous voyez, entre donner 10 000 € à mon banquier pour le rassurer, ce qui va l'arranger lui et pas moi, et moi, garder mes 10 000 € et les placer, eh bien, je préfère avoir 10 000 € qui tournent à plus qu'un 50 versus un passif de 10 000 € qui me coûte un 50. Ça, en patrimonial, ça va vous créer plus de patrimoine. Après, il faut refaire les calculs en termes de dépenses et de vision coût, mais mécaniquement, si je remets une vision coût, je suis obligé d'intégrer l'apport qui a été fait. Je ne sais pas si je réponds bien, mais en tout cas, il faudra en tout cas refaire tout le tableau. J'étais en train de lire les questions en même temps. Je vois qu'il y a Camille, elle a explosé les scores de vote. Où est placé l'investissement pour faire 5%? Ah, alors là, de toute façon, je vais passer après la parole à Florian, qui va vous montrer qu'on peut même faire plus que 5%. Peut-être. Parce que Florian, pour avoir échangé avec lui, a fait quelque chose et il faudra être humble par rapport à ce que dit Florian, parce que ce qu'il a fait, peu de gens sont capables de le faire. Et puis, il faut parler des risques qui sont associés. Mais j'aime bien faire des petites teasings, tu vois. Mais j'ai confiance de l'échange qu'on a eu, je ne suis pas inquiet. 5%, ça peut être plein de choses. 5%, ça peut être sur l'investissement locatif. On peut trouver des rentas nettes. Alors attention, toujours renta net de frais, net de fiscalité. Toujours. Ça peut être dans le déplacement d'assurance vie. Moi, avec une gestion active, on a atteint ces niveaux-là. C'est mon objectif, en tout cas. Ça peut être, il y a des leviers de défiscalisation, il y a des placements. Ça peut être vraiment une diversification au global. C'est sûr que si vous regardez les livrets bancaires, que vous allez voir votre banquier ou que vous ouvrez des placements électriques, ils ne vont pas être suivis parce que le conseiller change tous les 2 ans, on va avoir du mal. Il n'y a pas de mauvais produits d'investissement. Il n'y a que des mauvaises structurations et des mauvais suivis. Les 5%, honnêtement, ce n'est pas spécialement le plus difficile à faire. C'est pas le plus difficile à faire. Après, tout dépend des profils, bien évidemment. Au bout d'un moment, la finance, c'est pas non plus de la magie. Et si on se mange une crise financière qui dure 10 ans, une récession économique, il y a toujours des leviers de création, mais est-ce qu'on aura les mêmes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, 5%, c'est surtout, et même plus. Et Florian en parlera tout à l'heure. Pareil, il y a Chloé qui parle d'un sujet peut-être dont on parlera tout à l'heure sur les acteurs les plus susceptibles de prêter de l'argent. Je pense que Florian, tu vas en parler un petit peu, ou au pire, on reviendra sur la question à la fin de ta partie. Ouais. Il y a une question qui est particulièrement pour toi, Adrien. Girardin Industriel est placé au top des investissements sur la planète. Peut-on en savoir plus? Oui et non. Je ne veux pas en dire trop parce que là, ça serait parler de produits et je ne suis pas venu pour ça. Mais le Girardin Industriel, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. On travaille sur la fiscalité. On fait tourner du cash sur un horizon très court terme. C'est normalement quelque chose de plutôt risqué, mais moi, je travaille avec un partenaire qui a tout un mécanisme de sécurisation de l'investissement. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai réduit le niveau de risque. Normalement, le Girardin aurait dû être en haut à droite, niveau risque. Moi, il est un peu rabattu parce qu'on a un mécanisme de sécurisation et de contrôle avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est pour ça que je l'ai un peu rabattu. Alors après, ça se discute au niveau du risque. Mais ce sont des choses bien. Après, ce sont des choses qui ont des capacités d'investissement qui sont plutôt limitées, des plafonds, etc. Mais ça peut faire tourner du cash à fort rendement sur un an. C'est plutôt cool. Mais j'en rentrerai pas plus dans le détail parce qu'il faudrait 30 minutes de plus et que ça serait soit frustrant, soit incomplet. Je ne veux pas que vous fassiez de fausses idées. Et surtout, ça serait du placement de produits. Je ne suis pas venu pour ça. Donc voilà, il y a plein de questions. Moi, je propose quand même là qu'on passe à la partie de Florian. Pour ceux qui ont posé des questions, on va passer peut-être un peu plus de temps pour y répondre à la fin, mais c'est juste voilà, pour ceux qui sont venus particulièrement pour les présentations, je propose à Florian de passer à sa partie et vraiment continuer à poser des questions. On regardera tout ça à la fin et même Adrien, tu pourras parmi les questions qu'on n'a pas répondu. Avec grand plaisir, je reste jusqu'à la fin et comme j'aime beaucoup passer du temps avec vous, j'ai rien prévu jusqu'à 15h, donc si vous voulez, vous pouvez me... Voilà, et on va jusqu'à 15h après, c'est marrant. Bon, Florian, je te laisse. J'y vais. Du coup, je vais partager mon écran.
Ok. Est-ce que vous voyez bien la présentation là? Yes, moi je la vois en tout cas. Est-ce que tout le monde la voit? Ok, super. Écoutez, merci à tous. Merci Clément du coup de m'avoir proposé de parler de ce sujet qui peut clairement poser problème quand on est freelance, qui est l'obtention d'un crédit immobilier. Donc moi aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon retour d'expérience sur l'obtention d'un crédit immobilier en tant que freelance. Forcément, c'est pas le même cas de figure que pour une personne en CDI. Moi, donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Florian, j'ai 29 ans. J'ai vécu pendant longtemps à Paris et depuis cet été, je vis au Portugal. Je suis growth marketer en B2B. Je ne suis pas un expert en immobilier ni en investissement, contrairement à Adrien. Moi, je suis juste un freelance qui s'est intéressé à l'investissement immobilier parce que c'est un sujet qui me parlait bien. Et puis, je voulais commencer un peu à créer des revenus au-delà des revenus liés à mon activité. Je suis freelance depuis un peu plus de 3 ans maintenant, depuis mai 2018. Je suis sur un statut de micro-entreprise. Je ne suis pas sur une URL ou autre. Je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Alors moi, je n'ai pas forcément fait tous les calculs qu'a fait Adrien avant. Maintenant, je suis complètement en phase avec ce qu'il a dit. Moi, c'est plutôt que bon, je vivais à Paris. Je savais que j'allais quitter Paris et j'ai vu un peu quel type de logement je pouvais avoir à Paris par rapport à mon budget et ça ne l'a pas fait. Donc, en revanche, ce que j'ai fait à côté, c'est que j'ai acheté 2 appartements. Donc, c'est 2 appartements qui sont dans l'Est, dans une ville dans laquelle j'ai grandi, une ville que je connais bien. J'en ai acheté un premier en octobre 2020 et un second en juin 2021. Aujourd'hui, ces 2 appartements, je les loue en LMNP. Donc, LMNP, ça signifie loueur meublé non professionnel. C'est un régime fiscal. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Sur ces appartements, on est sur des prix d'acquisition modestes. Il faut être très clair là-dessus. Ces 2 appartements, chacun, ils valent au prix d'acquisition, on a moins de 100 000 euros frais de notaire inclus. Donc oui, ça existe. Si on part un peu en région, on peut avoir ce type d'appartement. Et moi, l'objectif pour moi, c'était vraiment de mettre le pied à l'étrier dans le monde de l'immobilier et le faire sans prendre des risques énormes. Donc clairement, on n'est pas sur des appartements à 1 million d'euros en plein cœur de Paris. Et donc, comme je le disais, j'ai dû passer par la case crédit immobilier. Et voilà, forcément, quand on est freelance, c'est pas la même chose que pour une personne en CDI. Il y a quelques galères. J'en ai rencontré plusieurs. Ces galères, j'en ai tiré certains enseignements. Et c'est ces enseignements dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la première question qui revient souvent pour les freelances, c'est quelle ancienneté je dois avoir avant de pouvoir prétendre à un crédit immobilier. Alors moi, souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'on demande quand même 3 ans, parfois plus, parfois moins. Maintenant, à mon sens, ce n'est pas une vérité absolue, hein, encore une fois, mais à mon sens, à partir de 2 ans, je pense qu'on peut tenter le coup. Avant 2 ans, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, j'avais un tout petit peu plus que 2 ans quand j'ai obtenu mon premier crédit immobilier. Après, au-delà de l'ancienneté, forcément, ce qui va être important, c'est le montant de votre chiffre d'affaires. Alors là, forcément, plus votre chiffre d'affaires il est important, mieux c'est. Plus ça va être facile, hein. Là, je ne vous apprends rien. Au-delà de ce montant, ce qui va être important également, c'est la stabilité de votre chiffre d'affaires. Si pendant un trimestre, vous faites 15 000, le trimestre d'après, vous faites 2 000, le trimestre d'après, vous faites 20 000. Je prends des exemples pas forcément réalistes, mais c'est juste pour vous montrer le concept. Si vos revenus ils sont en dents de scie, forcément, c'est quelque chose qui ne va pas inspirer confiance aux banquiers que vous allez rencontrer. Donc, le mieux, c'est vraiment d'avoir un chiffre d'affaires qui est stable ou encore mieux, qui est croissant. Là, évidemment, c'est le top. Au niveau des pièces justificatives, alors oui, vous n'êtes pas en CDI, donc forcément, vous n'allez pas pouvoir présenter des fiches de paye. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis en micro-entreprise. Et avant de faire le tour des banques pour solliciter un crédit, je me suis longtemps renseigné. Et je voyais partout qu'un entrepreneur qui souhaite solliciter un crédit immobilier, il doit présenter un bilan. Et vraiment, je voyais ça partout. Je suis resté bloqué là-dessus. Je me souviens que j'ai même sollicité des comptables pour obtenir des bilans. Alors forcément, les comptables, ils ne comprenaient pas pourquoi un micro-entrepreneur souhaitait des bilans. Et c'est bien après que, enfin, j'ai compris que les déclarations URSSAF que vous faites, donc ça peut être des déclarations trimestrielles ou mensuelles selon ce que vous avez choisi, ça suffit pour justifier votre chiffre d'affaires. Donc, au niveau des pièces justificatives pour justifier vos revenus, ça va être les déclarations URSSAF pour la micro-entreprise
Et ça va être les bilans pour les autres structures, URL, etc. Au-delà de ça, les pièces justificatives que vous allez présenter, ça reste des pièces assez similaires à ce qu'on va trouver pour les personnes en CDI, donc avis d'imposition, etc., etc. Second point, la persévérance avec les banques. Ça, c'est vraiment super important. Faut être très clair là-dessus. Vous allez essuyer beaucoup de refus. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Hein. Je parle pour mon cas, mais je pense que ce sera le cas pour beaucoup d'entre vous si vous souhaitez faire la même chose. C'est vraiment important de rencontrer plusieurs banques, plusieurs banquiers. Donc, dans un premier temps, vous pouvez rencontrer la banque dans laquelle vous êtes actuellement. Maintenant, il va falloir aussi aller rencontrer d'autres banques, d'autres banquiers, faire un petit tour d'horizon. En ce qui me concerne, j'ai rencontré 7 à 8 banques, j'ai plus le chiffre exact en tête, et j'ai rencontré 2 courtiers en parallèle. Parmi tout ça, il y avait 2 banques qui acceptaient de me suivre. Si vous avez des questions sur ces banques, on pourra en parler tout à l'heure si ça vous intéresse. Et il y a un courtier qui acceptait de me suivre également. Au final, ce qui s'est passé, c'est que le courtier qui ne voulait pas me suivre, alors il ne voulait pas me suivre parce que selon lui, c'était compliqué par rapport aux banques avec lesquelles il travaille. Pour lui, ça n'allait pas le faire. En revanche, il m'a conseillé un banquier qu'il connaissait à titre perso. Et il se trouve que ce banquier, c'est le banquier avec lequel, c'est le banquier qui m'a accompagné sur mes 2 projets aujourd'hui. Donc, vraiment important d'aller voir plusieurs banques. Vous pouvez avoir des opportunités qui apparaissent un peu comme ça a été le cas pour moi. Mais vraiment, vous ne découragez pas après 2 ou 3 refus parce que c'est… Moi, voilà, comme je vous ai dit, il y a 2 banques et un courtier qui ont accepté de me suivre. Tout le reste, c'était mort pour moi. Cette phase de rencontre avec des banquiers, avec des banques, elle peut prendre un certain temps quand même. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'entamer cette phase avant même de signer votre compromis. Et j'ai même envie de dire avant même de commencer à chercher un bien. Parce que ça peut prendre un certain temps. Il peut y avoir pas mal d'échanges. Vous n'allez pas forcément avoir un retour tout de suite. Et si vous signez un compromis, alors normalement, quand vous signez un compromis, vous avez un certain délai pour trouver le financement, après quoi le compromis n'est plus valide. Donc, ne vous mettez pas une pression inutile à faire tout en même temps. Moi, je vous conseille d'aller voir les banques, de rencontrer un maximum de banquiers avant, choisir un banquier voilà, avec lequel vous êtes à l'aise, hein, pas simplement quelqu'un qui accepte de vous prêter, mais quelqu'un, voilà, il faut qu'il y ait un feeling aussi, on en reparlera après. Mais entamer cette phase le plus tôt possible pour entamer ensuite vos recherches d'un bien plus sereinement. Et essayer d'avoir des accords de principe. Quelqu'un qui vous dit OK, a priori, c'est bon, on vous suit sur tel type de projet. Troisième point qui est super important aussi, toujours en lien avec le précédent point, c'est le fait de rencontrer des banquiers pros. Alors, grosso modo, je ne suis pas un expert là-dessus, mais vous avez des banquiers classiques, hein, ceux que tout le monde connaît, et à côté de ça, il y a des banquiers pros. Qu'est-ce qu'un banquier pro? C'est un banquier qui est dédié aux entreprises. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes freelance, même si vous êtes une micro-entreprise, comme c'est mon cas, vous êtes considéré comme une entreprise et donc vous avez droit de pouvoir échanger avec un banquier pro. Le banquier pro, il va être beaucoup plus au fait des particularités de votre statut, des particularités des entreprises. Il va être capable de lire un bilan, il va être capable de comprendre vos déclarations URSSAF, chose qui ne sera pas forcément vraie avec un banquier classique. Pas tous, hein, ça dépend, je veux pas faire de généralité non plus, mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai observé. Des banquiers classiques, j'en ai rencontré au début. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous dites que vous êtes en micro-entreprise, et ce, peu importe vos chiffres, vous sentez que la conversation se casse un peu et que les portes se ferment. Il y a beaucoup de banques, enfin moi, ce que j'ai observé, beaucoup d'agences plutôt, qui refusent tout simplement de bosser avec des micro-entrepreneurs. Et ça, c'est dommage. Peut-être que ça changera par la suite. Mais en tout cas, le dialogue est complètement différent avec un banquier pro. Donc, meilleure compréhension, vous parlez le même langage, et puis gain de temps. Vous ne vous épuisez pas à rencontrer des personnes vous allez prendre refus sur refus. Vous allez prendre des refus dans tous les cas, mais un peu moins avec les banquiers pros. Les banquiers pros, je ne sais pas s'il y en a dans toutes les agences, à vous de voir, mais en tout cas, quand vous appelez une agence, quand vous appelez une banque pour solliciter un rendez-vous, essayez de demander s'il y a un banquier pro qui est disponible. Et si oui, voilà, voyez pour
parler avec cette personne, clairement, le dialogue sera différent. Quatrième point, c'est le relationnel avec votre banquier. Alors, pour moi, comme je vous le disais, au-delà du fait de trouver un banquier qui accepte de bosser avec vous, si c'est pour de l'investissement locatif, comme c'est mon cas, résidence principale, c'est un peu différent, mais si c'est pour de l'investissement locatif, c'est super important d'avoir un banquier avec lequel vous avez un bon feeling. Pour ça, il y a quelques points que j'ai pu observer. Alors clairement, l'obtention d'un crédit en freelance, et de toute façon en freelance, mais pas que, elle est plus facile si vous êtes prêt à jouer le jeu du côté de la banque. Quand je dis jouer le jeu, c'est quoi? C'est typiquement, on va peut-être vous demander, ou c'est vous qui pouvez le proposer d'ailleurs pour jouer cette carte, mais d'ouvrir un compte qui est dédié à votre activité dans la banque qui vous prête. De peut-être transférer vos produits d'épargne, je sais pas moi, un PEL, un livret A, etc. Pourquoi pas les transférer dans cette banque? Compte courant, pareil. De la même façon, vous avez l'assurance emprunteur. Alors, l'assurance emprunteur, Adrien me corrigera si je dis des bêtises, mais grosso modo, vous pouvez la prendre chez votre banque, la banque qui vous prête. Vous pouvez aussi la prendre chez un autre organisme. Chez d'autres organismes, potentiellement, vous allez avoir des prix plus intéressants. Maintenant, ça vaut peut-être le coup de payer un peu plus, mais de travailler ce relationnel avec votre banquier. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce que je peux vous conseiller pour faciliter l'obtention de votre prêt. Tout ça, c'est encore plus vrai si vous misez sur une relation à long terme, c'est-à-dire que vous avez plusieurs projets. Moi, aujourd'hui, comme je le disais, j'ai 2 appartements. Maintenant, peut-être que, je ne sais pas, demain, je voudrais en acheter un 3e, un 4e. À ce moment-là, ce côté relationnel, il est d'autant plus important. Toujours dans cette partie relationnelle, ce que je vous conseille, moi, c'est d'essayer aussi de faire comprendre votre métier. Je le disais au début, moi, je suis gros marketeur B2B. Clairement, si je dis ça à un banquier, en toute logique, il ne va rien comprendre. Et c'est normal. Je vous conseille d'essayer de vulgariser au maximum ce que vous faites. Et l'idée, en fait, c'est que la personne que vous avez en face de vous, elle comprenne ce que vous faites concrètement de vos journées. Et l'idée, c'est de lui montrer que c'est quelque chose de viable, c'est que vous ne faites pas une activité qui, dans 1 an ou 2, disparaîtra complètement et que potentiellement, vous n'aurez plus de revenus. Donc, il faut le rassurer sur ce point en lui faisant comprendre concrètement ce que vous faites, quitte à tomber dans la caricature. On s'en fout de décrire avec précision ce que vous faites, même si vous parlez d'informatique. Alors oui, c'est pas du tout ça, mais on peut grossir le trait pour que le banquier comprenne ce qu'on fait. Et selon moi, voilà, c'est important pour travailler cet aspect relationnel. 5e point, les banques en ligne et les néobanques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'était mon cas et c'est le cas de beaucoup de freelances. On est très souvent chez des banques en ligne en ce qui concerne le compte dédié à son activité pro. Moi-même, c'était mon cas. Pourquoi? Parce que généralement, les raisons, c'est simple. C'est pas de frais ou alors très peu de frais, très simple, très souple, mieux adapté à son activité, etc. Tous ces points-là, ils sont évidents. Maintenant, le problème qu'il y a chez ces banques, c'est qu'elles ne font pas ou alors très peu de crédit immobilier. Alors, peut-être qu'on va me dire qu'il y a des exceptions, je ne sais pas. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est compliqué et je m'étais renseigné un petit peu. Ça reste compliqué quand même. D'autant plus si c'est pour de l'investissement immobilier et pas de la résidence principale. Peut-être pour de la résidence principale que c'est un petit peu plus souple, et encore. Mais en tout cas, pour de l'investissement immobilier, très compliqué. Là où il y a un second problème, c'est que les banques classiques, j'aime pas ce terme, mais je ne sais pas comment les appeler autrement, mais les banques classiques, elles ne sont pas forcément rassurées par les clients des banques en ligne. Pourquoi elles ne sont pas rassurées? Parce que c'est des clients qui sont considérés comme moins fidèles. Ils sont moins fidèles, pourquoi? Pour les raisons que je vous ai citées avant, c'est-à-dire que c'est des clients qui vont surtout chercher le fait d'avoir peu de frais, le fait que ça soit simple, etc. Et qui vont avoir tendance, potentiellement, c'est la vérité, puisque c'était mon cas, mais à changer plus facilement de banque s'ils trouvent moins cher ailleurs, s'il y a quelque chose d'autre qui leur convient mieux. Ils vont changer sans trop se poser de questions, surtout que c'est relativement simple chez les banques en ligne / néobanques.
Et la banque classique, c'est pas du tout ce qu'elle cherche. La banque classique, elle cherche à faire de vous un client à long terme. Comme je le disais tout à l'heure, il y a cet aspect relationnel qui est super important. Elle cherche à vous vendre des produits aussi, hein, on va pas se mentir. Hein, la banque, c'est là-dessus qu'elle fait son pain. C'est beaucoup moins maintenant sur les taux des crédits. Actuellement, ils sont très faibles, donc c'est plutôt sur d'autres produits que la banque va essayer de vous vendre en parallèle que la banque fait de l'argent. Donc, ce type de client, forcément, va être moins rassurant. Maintenant, pas de panique, hein, je ne vous conseille pas de quitter vos banques en ligne, néobanques, dans l'immédiat. Maintenant, vous pouvez être prêt, comme je le disais tout à l'heure, à jouer le jeu, éventuellement ouvrir un compte dédié à votre activité chez la banque qui vous prête. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça me coûte plus cher qu'avant. C'est pas difficile parce qu'avant, je payais absolument rien. Aujourd'hui, je paye, je sais plus combien c'est exactement, c'est de l'ordre de peut-être 10 € par mois. C'est une dépense supplémentaire. Après, selon moi, si cette dépense, elle me permet d'obtenir un crédit immobilier, un ou plusieurs même, elle se justifie. Donc, si on vous le suggère, voilà, réfléchissez-y en amont. Ça peut également être une carte à jouer quand vous allez rencontrer les banques. Sixième point, qui est peut-être le plus important, c'est l'épargne. L'épargne, clairement, quand vous êtes freelance et que vous souhaitez solliciter un prêt immobilier, c'est votre meilleure carte. On ne va pas se mentir. La bonne nouvelle, c'est que quand on est freelance, généralement, c'est ce que j'ai pu observer, hein, c'est qu'on a tendance peut-être à épargner davantage que des personnes qui sont salariées. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas forcément de quoi sera fait l'avenir. On ne sait pas, peut-être qu'on ne sait pas si on aura des missions dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, en général, et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est on se constitue un matelas de sécurité. Et ça, c'est une très bonne chose parce que ça vous permet derrière d'avoir une épargne. Cette épargne, c'est quelque chose de très, très, très rassurant pour les banquiers. Ce que je vous conseille tout simplement, c'est d'épargner régulièrement. Voilà, peut-être vous fixez une règle, un certain pourcentage de vos revenus que vous épargnez chaque mois. Essayez de le faire régulièrement, c'est ce que je vous conseille, peut-être tous les mois. Pas forcément une grosse somme tous les 6 mois, mais plutôt un petit peu tous les mois. Comme ça, quand vous amenez vos relevés de compte, quand vous montez votre dossier, il y aura vos relevés de compte. Le banquier, il va avoir bam, 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 chaque mois, une partie du revenu qui part en épargne. Ça va le rassurer. Ça va montrer votre sérieux et ça va montrer votre capacité à gérer de l'argent. Au-delà de montrer votre sérieux, ça va vous donner la possibilité, si nécessaire, de financer les frais de notaire. Alors moi, je n'ai pas précisé, en termes d'acquisition, j'ai dû financer moi-même les frais de notaire. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec Adrien, c'est-à-dire que si vous pouvez faire financer l'intégralité de vos frais de notaire, prix d'acquisition bien sûr, travaux aussi si vous en avez, hein, c'est possible de faire financer les travaux, il faut simplement faire des devis au préalable. Faites-le. Maintenant, moi, c'était compliqué. J'étais pas sur comme je disais, j'étais sur des prix d'acquisition assez faibles, donc les frais de notaire, ils sont au prorata du prix d'acquisition, grosso modo 7%. Donc, j'avais la possibilité de les financer. Maintenant, si j'avais eu la possibilité de me les faire financer par la banque, bien entendu, je l'aurais fait. Et pareil, pour rebondir sur ce qu'a dit Adrien, je suis 100% en phase avec le fait non seulement de faire financer le plus de choses possible sans mettre de sa poche, mais aussi d'avoir un crédit le plus long possible. Moi, personnellement, je préfère avoir la mensualité la plus faible possible, même si le prix global de mon crédit il va me coûter plus cher parce que j'aurai plus d'intérêt. Je préfère payer moins chaque mois et avoir un reste à vivre plus important. Alors, dernier point aussi, pas forcément lié à l'épargne, un point assez logique, mais bon, je le dis quand même. Comme je le disais, on va vous demander vos relevés de compte. Arrangez-vous pour que vos relevés de compte ils soient nickel au moins sur les 3 derniers mois. Généralement, je crois que c'est les 3 derniers mois qu'on demande. Donc voilà, il y a des trucs à éviter, les paris sportifs, casinos en ligne, ce genre de choses. C'est vraiment à bannir parce que sur le côté sérieux, ça en prend un coup, clairement. Et bien sûr, éviter d'être à découvert. 7e point, parler le même langage. Alors là, c'est un point qui va concerner les personnes qui vont faire, comme moi je l'ai fait, qui veulent faire de l'investissement locatif. Hein. Ça concerne moins, voire pas du tout, les gens qui veulent aller en résidence principale. Je ne sais pas trop, puisqu'encore une fois, moi, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale.
Il y a certaines notions qui sont importantes à comprendre. Des notions de rentabilité brute, rentabilité nette, net, qui tient compte aussi de la fiscalité, notion de cash flow, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer en détail sur chacune de ces définitions, parce que déjà, je ne suis pas un expert là-dessus. Je vous laisserai vous-même aller faire vos recherches. Mais quand vous allez monter un dossier, si jamais vous décidez, je ne sais pas moi, de faire une petite présentation auprès du banquier avec, voilà, c'est possible de faire une présentation avec quelques photos de l'appart. Les banquiers, ils aiment toujours savoir dans quoi ils mettent l'argent de la banque. Donc, quelques photos, c'est toujours sympa. Et vous pouvez mettre quelques chiffres. Typiquement, ces trucs renta brut, renta net. Si vous pouvez en parler, déjà, ça montre. Le banquier il se dit, tiens, OK, il a fait l'effort d'aller chercher un peu du côté de ces chiffres. Il ne se dit pas, c'est le premier guignol venu qui veut acheter un appart sans trop en savoir. Donc, je vous conseille quand même d'aller vous renseigner là-dessus. Pareil, deuxième point qui est super important à comprendre, c'est les régimes. Il y a différents régimes fiscaux qui existent. Moi, comme je le disais, je suis sur un statut de loueur meublé non professionnel. Je ne suis pas un expert pour vous parler des heures de ce régime fiscal, mais grosso modo, je l'ai fait pour des questions de fiscalité. Bien entendu, puisque c'est un régime fiscal. Et ça peut clairement tout changer en ce qui concerne votre investissement. Ça peut tout changer en ce qui concerne vos chiffres. Donc après, ça dépend de votre situation, ça dépend de quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez acheter 1, 2, 3, plusieurs apparts? C'est à vous de voir. Donc renseignez-vous vraiment sur cette question de régime fiscal. On va très certainement vous poser la question. Moi, on me l'a posé, ça arrive très vite hein, dans l'entretien, on vous pose la question. Donc voilà, soyez pas pris au dépourvu, donc préparez cette chose un petit peu en amont. Et donc pour ça, n'hésitez pas à vous former. Il y a beaucoup de ressources sur Internet. Comme le disait Adrien, pareil, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Mais concrètement, c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de galères aussi à l'immobilier. Donc ça, faut être prêt à ça et à vous faire accompagner sur le sujet si nécessaire. Je pense que c'est une bonne solution. Je vais terminer avec un dernier point, c'est les autres pistes. Je vais être très rapide là-dessus parce que ce n'est pas des choses que moi j'ai fait. C'est des choses simplement que j'ai gardées en tête et que j'aurais pu envisager si jamais, demain je souhaite aller sur l'achat d'un appartement qui est bien plus cher ou sur d'autres projets, que ça bloque un peu peut-être au niveau de mon taux d'endettement ou par rapport au fait que je sois freelance. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Premièrement, le fait d'acheter en couple, hein, ça peut aider. Ça peut aider si l'autre personne est en CDI. Vous avez une personne en CDI, une personne en freelance, peut-être que ça équilibre un peu. Encore une fois, je laisserai peut-être Adrien rebondir là-dessus si vous avez des questions là-dessus. Et de la même façon, vous avez la SCI, la Société Civile Immobilière. Pareil, potentiellement, ça va être plus facile d'aller sur des plus gros projets. S'il y a d'autres personnes en CDI, si ces autres personnes ont des taux d'endettement plus faibles que vous, ça peut vous laisser la possibilité d'aller sur de plus gros projets. Voilà, j'ai fait le tour. J'espère déjà que ça vous donne des éléments concrets pour avancer. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé mes recherches, j'avais assez peu d'éléments sur le sujet. Donc, je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des questions, je vous écoute. Et puis sinon, je suis dispo déjà sur le Slack, crème de la crème. Je suis sur le Slack, je suis assez dispo et puis je suis toujours chaud pour échanger sur ce sujet. Et sinon, donc sur mon LinkedIn, Florian Rosette. Voilà, merci à tous. Merci Florian, merci pour cette présentation, c'était vraiment cool. Il y a aussi pour toi, tu as le droit à ton lot de questions également. Yes. Il est 13h, donc on est à peu près dans les temps. Je vais essayer d'y répondre. Alors, du coup, on avait commencé, attends, j'essaie de m'y remettre aussi, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a qui parlaient il y a Sandy qui parlait de portage salarial. Est-ce que tu penses qu'en portage salarial c'est plus simple? Alors je sais que c'est pas ton cas, donc peut-être que tu es. Ouais, alors franchement, je sais qu'on en a déjà parlé. Je veux bien croire que ça soit plus simple. Je sais pas. Là-dessus, je veux pas trop m'avancer sur le sujet parce que je l'ai pas expérimenté. Le portage salarial, je connais pas plus que ça. Je connais simplement le principe, donc je veux pas m'avancer sur le sujet. Mais c'est possible, ouais, c'est possible. Joe20 qui demande si j'ai essayé Préto. Non, je connais pas, mais je veux checker ce que c'est. C'est peut-être je sais qu'il y a des organismes qui se forment pour justement aider, accompagner les freelances dans l'obtention d'un prêt immobilier. Peut-être que c'est ça, je sais pas.
Nicolas, ouais, que je salue, que je connais, qui nous dit pour l'achat de tes biens, est-ce que tu as choisi juste la ville parce que tu y as vécu ou parce que tu avais senti qu'il y avait un marché? Ouais, alors, très bonne question. Déjà, comme je disais, c'est une ville où j'ai grandi. J'ai passé 20 ans de ma vie là-bas, donc je connais bien la ville. Sur les quartiers, quelles sont les différentes zones, les prix, etc. C'était beaucoup plus facile. Maintenant, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y avait une opportunité en termes de rentabilité, puisque les prix d'acquisition rapportés aux loyers qui sont pratiqués, ça me permettait d'avoir une rentabilité assez intéressante. Maintenant, à côté de ça, c'est une ville aussi où je sais que si je décide de revendre dans 10 ans, je pense pas que je vais faire une grosse plus-value, parce que c'est pas des marchés qui sont en hausse. J'étais pas sur une stratégie patrimoniale, hein. Là, j'étais vraiment sur une stratégie de rentabilité à court terme. Mais peut-être que je choisirais d'autres villes par la suite. Mais c'était plus simple pour ça. Et c'est plus simple aussi si, je sais pas si vous vivez pas dans cette ville, vous avez une petite galère. Je sais pas moi, franchement, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Mais votre locataire, il a une fuite d'eau, ce genre de choses. Vous avez des gens sur place, vous avez de la famille qui peut gérer éventuellement. Ça, franchement, c'est important, hein, parce que si le bien il est à 5 heures de chez vous, que vous avez personne, que vous connaissez aucun artisan, c'est compliqué quand même. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. Mathieu qui nous dit, est-ce qu'au final, tu as travaillé avec un banquier pro ou un banquier particulier? J'ai travaillé avec le banquier pro, ouais. Ouais, j'ai travaillé avec le banquier pro et c'est beaucoup plus agréable, quoi. Je me suis senti directement plus en confiance qu'avec les particuliers. Enfin, banquier classique, je sais pas quel est le vrai terme, mais je sentais qu'il y avait directement un sentiment de méfiance et puis que on me regardait un peu de haut du fait que je sois en micro-entreprise. Ce qui n'a pas du tout été le cas avec le banquier pro. Deux questions sur l'épargne. Une de Sandy qui nous demande si tu avais un apport quand tu avais acheté. Une de Mounir qui nous dit pour l'épargne, regarde plutôt le compte perso ou la trésorerie de l'entreprise. Vu que toi, tu as été en micro, je pense que c'est vite répondu. Ouais. Pour répondre aux deux questions, du coup, sur l'apport, comme je le disais, moi, j'ai mis l'apport au niveau des frais de notaire, parce que j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de le faire, donc j'ai mis cet apport. Maintenant, c'est vrai que sur de plus gros montants, potentiellement, c'est possible qu'on aurait pu me demander de mettre un apport supplémentaire. Maintenant, moi, je m'étais fixé cette règle, frais de notaire et pas plus. Et j'avais très peu de travaux, donc mes autres frais, ça consistait à acheter des meubles chez Ikea, grosso modo. Et sur la trésorerie, pour l'épargne, il regarde le compte perso ou plutôt la trésorerie de l'entreprise. Adrien, si à certains moments tu veux réagir aussi, je pense que c'est le moment aussi pour, si jamais il y a des questions, tu sens que tu as quelque chose en plus à apporter ou Florian, sur certains points, vu que tu Avec plaisir, mais pour l'instant, je suis à 300% d'accord avec ce que dit Florian. Donc, on va laisser Florian parler alors. C'est un vrai conseiller en investissement financier. Peut-être une chercher à reconvertir un jour, tu l'as trouvé. Voilà. Et du coup, Florian, oui, sur regarde le compte perso. Il parlait de la trésor, mais ça, je pense que c'est plus pour ceux qui sont. Ouais, moi, je suis en micro-entreprise, donc il y a la trésor. La seule trésor que j'ai, c'est l'argent que je garde sur mon compte dédié pour payer les charges à la fin du trimestre et la TVA. Maintenant, sur la trésor de l'entreprise, j'imagine que oui, hein, là-dessus, peut-être qu'Adrien pourra répondre. Je pense qu'il regarde la trésor de l'entreprise, oui. Oui, tout à fait. Alors, je me perds un peu dans toutes les questions. En attendant que tu regardes, je reviens sur la question du portage salarial. Oui, ça aide, surtout pour le court terme. C'est-à-dire, en effet, les banques regardent les entreprises à partir de 2 bilans. Ça, Florian l'a dit, 2, 3 bilans. Après, 2 bilans, ça peut être juste. C'est 2 bilans si vous êtes costaud derrière. C'est-à-dire, si vous êtes propriétaire de la résidence principale, crédit remboursé, du cash de côté et que vous avez que 2 bilans, on va vous écouter. Si vous êtes encore locataire, création de patrimoine, etc., 2 bilans, ça peut être juste. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Finalement, la frontière, elle n'est pas fixe. Et le portage salariat aide si vous n'êtes pas justement dans ces 2 ou 3 bilans. Au-delà, finalement, ça ne fait pas la différence. À 2 ou 3, 4, 5, 10 bilans, entre portage ou entreprise, vu qu'il y a de l'ancienneté, ils s'en fichent. Ça revient au même. Mais de ce que moi, j'ai expérimenté avec des clients, le portage salarial, ça a toujours été plus simple. Après, je n'ai pas eu non plus tous les clients en portage salarial du pays, donc je ne peux pas non plus tirer peut-être un constat définitif, mais de ce que moi j'ai observé, c'était quand même un peu plus facile avec le portage.
Toujours sur cette partie un peu statut enfin, je ne pense pas qu'on puisse parler de statut pour portage salarial, mais contractualisation ou statut. Il y a Gaëtan qui demande, je suis à quelques semaines de passer de micro à SASU. Est-ce que ça me donnera plus de crédibilité? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Que malheureusement, la micro-entreprise est un peu en bas de l'échelle en ce qui concerne les sociétés. J'ai pas expérimenté, donc je sais pas, mais j'aurais tendance à dire que oui, quand même. Alors moi, j'ai tendance à dire que non. C'est pour ça que je me permets de rebondir. En fait, tu as raison dans les faits, Florian, mais tu as raison sur cet aspect-là. Mais ça dépend. Si la personne, il rabote complètement dans les calculs de taux d'endettement de reste à vivre, la micro-entreprise est rabotée et vraiment mal vue de la part des banquiers. Mais si tu as plus de 3 ans de micro-entreprise, alors j'ai oublié le nom de la personne qui a posé la question, et que un investissement peut passer maintenant, en passant en SASU, il risque de te demander 3 bilans et finalement tu perds 3 ans. Tu perds l'historique, tu veux dire? Tu perds l'historique, ouais. Il y a des banques qui te feront perdre l'historique. Donc finalement, si ça passe maintenant, même si c'est mal vu comme statut, si ça passe maintenant, on t'en fait maintenant. Mais après, si ça passe pas maintenant à cause du statut, passer en SASU donnera plus de crédibilité, mais on risque de remettre les compteurs à zéro et redemander 2 ou 3 bilans. Donc, faut peser. C'est pas simple. Moi, ça a été mon cas personnel. J'avais déjà investi en tant que salarié. Ensuite, j'avais commencé mon entreprise en micro. J'ai voulu investir. Et en fait, j'ai changé en SASU. Le banquier m'a dit, c'est bien si vous avez fait une année de micro-entreprise de plus. Vous rigolez. J'avais 2 fois plus de chiffre d'affaires en SASU et tout, mais ils m'ont dit, non, vous partez à zéro. Ça a été mon cas, en fait. Donc, personnel. Là, je l'ai vécu personnellement. Mais par contre, toi, en SASU, vous serez plus pris au sérieux si vous vous rémunérez. Ce que regardent souvent les banquiers, c'est quand même la pérennité des revenus, du salaire, etc. Si vous arrivez avec 2, 3 bilans, une rémunération fixe, tout ça, ça va rassurer. La trésorerie pour vous payer 1 an d'avance, ça glisse. C'est quand même plus facile. Mais ouais, du coup, tu as raison, Florian, mais comme on perd l'antériorité. Ouais, c'est bon à savoir, parce que moi, potentiellement, je réfléchis justement à quitter la micro et c'est un point à prendre en compte. Ouais. Autant, tout ce qu'on peut faire passer. De toute façon, dans ce que je dis, dans une relation commerciale, avec le banquier, c'est une relation commerciale. Ce qui vous arrange ne l'arrange pas. Ce qui l'arrange ne vous arrange pas. Donc, tant que vous pouvez faire passer les trucs, allez-y au max. Et quand vous ne pouvez plus faire passer les trucs, changez les statuts. Puis là, vous repartirez à zéro. Puis au moins, vous ne prendrez aucun risque. Alors, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, souvent, si c'est faisable, il faut y aller. Et un point que je rajouterais, parce que c'est une communauté qui en a l'habitude, il faut faire attention. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du comportement économique avec les casinos, les dépenses, les paris sportifs, etc. Il y a certaines banques qui voient d'un œil très noir même les investissements en crypto-monnaie. Et parce qu'en fait, ils se disent, ils considèrent que c'est du pari en ligne. Ce qui est vrai pour Madame Michu, 50 ans, qui a acheté le Bitcoin au plus mauvais moment, ce qui est venant de la part de personnes qui sont dev, qui travaillent dans le métier de l'informatique et qui comprennent ce qu'ils font, moins vrai. Mais donc, il y a certaines banques, vraiment faites attention à ça, qui peuvent vous pénaliser même pour 1 euro de crypto-monnaie. C'est hallucinant. J'ai eu le cas récemment, alors c'est pas toutes, par contre, mais du coup... quand vous présentez votre dossier. Alors, concernant, alors il y a des questions, Florian. Genre, je ne sais pas jusqu'à quel point tu vas vouloir parler des chiffres concernant tes investissements. Mais il y a alors, Hugo qui me pose une question qui est pas non plus très précise, qui nous dit est-ce que tu peux donner quelques chiffres de tes biens? Il y a aussi Aboubacar qui demande combien avez-vous demandé la première fois, s'il vous plaît? Je suis un D, je crois que les banques plafonnent. Je ne sais pas ce que tu peux nous dire par rapport à ça. Ouais, je ne peux pas donner des chiffres précis, vous vous en doutez, je ne veux pas les donner en webinaire, mais maintenant, comme je disais, c'est des prix d'acquisition modestes. Dans les 2 cas, c'est des prix d'acquisition sous les 100 000 euros, frais de notaire inclus. Donc, ce n'est pas des énormes choses. Comme je le disais, moi, c'était pour mettre le pied à l'étrier. Toujours en ce qui concerne les chiffres, moi, ce qui m'intéressait, j'allais regarder, comme je le disais tout à l'heure, renta brut, renta net et renta net. J'ai essayé de trouver du 10% en brut. 10% en brut, c'est quand même assez compliqué. C'est souvent le chiffre qui ressort, mais en vrai,
c'est compliqué. Moi, je crois que j'y suis en brut, j'y suis presque. Je suis à 9, entre 9, 5 et 10, un truc comme ça. Et donc, après, en renta net, j'ai plus les chiffres en tête, mais grosso modo, renta net, vous enlevez tout ce qui est charge de copro, si vous achetez des meubles, etc. Là, je dois passer peut-être à 7,5, je dirais. Et puis ensuite, vous enlevez la fiscalité. Et là, ça dépend des années. Là, il y a tout un sujet fiscal, parce que moi, j'ai choisi de passer en LMNP. Donc, ça dépend des années. Mais forcément, ça baisse au fur et à mesure. Voilà ce que je peux dire sur les chiffres. Et en ce qui concerne le plafond, à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de plafond qui serait dédié, enfin, un plafond qui serait vraiment juste pour les indépendants. Je suis pas sûr en fait, moi, ce que j'ai vu, enfin, grosso modo, le banquier, je crois que m'avait fait plus ou moins le calcul, hein, mais vous avez des coefficients de pénalité qui sont appliqués, il me semble. On en avait parlé un peu avec Adrien, mais si vous gagnez, par exemple, 50 000 euros, le banquier va pas considérer, enfin, en tout cas, certains banquiers, ils vont pas considérer que vous gagnez 50 000 euros, ils vont peut-être multiplier par 0,8, 0,7, j'ai pas les chiffres exacts. Et ils vont se baser là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement un plafond pour les indépendants? Je ne pense pas, pas à ma connaissance. Je ne sais pas, Adrien, si tu as plus d'infos sur le sujet. Pas à ma connaissance non plus. Et c'est totalement ça. Beaucoup de banques ne prennent pas en compte les dividendes, pour ceux qui se rémunèrent comme dividendes, ou ils les prennent qu'à 50% dans les calculs. Et donc, ce sont souvent les salaires. Et quand on est sur des régimes BNC, enfin micro-entreprise ou autre comme ça, c'est souvent, oui, la moyenne des 3 dernières années prise à 70%. Très souvent. Après, ça dépend des banques. Vous allez à Paris ou vous allez en province, ça change. Ça change. Il faut vraiment, des fois, se battre. Soit vous passez par un courtier, il faut en trouver un bon. Il y en a. Soit si vous gérez vous-même, faut souvent aller dans les lieux où vous achetez. Il y a des banques qui vont vous accueillir à bras ouverts et qui vont, entre guillemets, un peu outrepasser les lignes. Si vous arrivez sur une banque parisienne, c'est très carré, très figé, et on met les chiffres dans les cases et ça passe pas. Donc, ouais, alors Aboubacar, tu dis même 50% du CA, moi je pense que ça doit même être 50% du bénéfice, pas du CA, à mon avis. Enfin, je sais pas, mais ça dépend du statut, si tu es en micro peut-être. Donc ça dépend, vraiment, il y a des coefs et ça dépend de toutes les banques et ça change. Il faut savoir un truc sur le crédit. Moi, ça c'est un calvaire pour mon métier, mais c'est comme ça. Les conditions d'octroi bancaire changent quasiment tous les trimestres. Et il y a l'année dernière, la caisse d'épargne, ils avaient fait en un trimestre l'équivalent de 70% de leur volume de l'année précédente. Donc pendant 3 mois, ça a été open bar, tout le monde passait. Alors là, des taux d'endettement complètement pétés, excusez-moi, je deviens familier, mais des trucs, mais mirobolants qui passaient. Et puis après, pendant 6 mois, ils n'ont plus rien fait passer. Donc vous voyez, ça dépend des fois du timing, quoi. Ça dépend presque des fois du timing. Votre projet, il ne passe pas au mois de janvier, il peut passer au mois de juin, quoi. C'est vraiment c'est très compliqué des fois là pour Florian et moi de vous donner des règles parce qu'elles changent très souvent et elles dépendent des banques et des régions. On a plein de questions qui fleurissent là. Je pense que ça inspire de vous entendre parler. Là, on a Bécher qui nous demande l'investissement à l'étranger. Est-ce intéressant? Adrien, a-t-il des clients là-dedans? Alors moi, on n'a pas du tout abordé ce point, du coup, je trouve cette question intéressante. Ouais, alors moi, j'ai des investissements étrangers. Après, ça ne va pas être de l'immobilier physique. Moi, ça va être souvent par des biais, notamment par exemple des SCPI qui investissent dans de l'immobilier à l'étranger. Ce qui est bien, c'est que la fiscalité est à la source et donc au lieu de payer 47,2 d'impôts, des fois, on peut réduire à 22, ce qui est quand même une petite différence. Mais moi, ce que j'ai, voilà, je ne fais pas d'immobilier physique à l'étranger. J'ai des clients à l'étranger, par contre, souvent. C'est plus ou moins compliqué à faire financer aussi, les expats. Faut trouver des courtiers qui sont spécialistes. Voilà, donc ça dépend un petit peu. C'est plus ou moins complexe. Après, l'investissement à l'étranger, c'est intéressant. Faut chiffrer. Là, on arrivera sur des marchés. Honnêtement, je pense que avec l'expérience que j'ai, vous pouvez me sortir n'importe quelle ville en France. Je suis capable de vous émettre un avis dessus assez rapidement. Si vous me dites comment se porte le marché immobilier à Lisbonne, je risque de dire de grosses bêtises. Donc honnêtement, ou Lisbonne ou ailleurs, honnêtement, je risque de dire de grosses bêtises. Donc, doit y avoir des opportunités. C'est toujours plus compliqué à faire financer parce que vous allez voir votre banque, comme le disait Florian, elle aime bien la relation. Florian, il a raison de dire jouer le jeu.
des fois, on croit faire des économies en changeant l'assurance, en changeant, oui, on en fait, mais on casse aussi une relation. Donc, ça dépend. Donc, s'il y a un vrai gain, j'ai des clients qui ont divisé par 10 leur prime d'assurance emprunteur. Bon, là, en effet, au bout d'un moment, il faut y aller. Si c'est pour gagner 5 € par mois, ça ne sert à rien de casser la relation. Et donc, pour répondre à la question, c'est que, imaginez une banque française, vous allez la voir, dites, je suis freelance. Déjà, vous ne rentrez pas dans les cases. Et je veux investir dans un bien à l'étranger, et le banquier, il va tourner de l'œil, quoi. Enfin, donc, ça peut nécessiter encore plus de travail, encore plus de pédagogie. Florian, il a mis beaucoup de travail alors qu'il est freelance, que ce sont des petits investissements, qu'il avait du cash qu'il pouvait rassurer à côté et qu'il a investi dans sa ville d'origine. Et ça a été compliqué. J'ose même pas imaginer un dossier comme celui-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Très bien, très clair. On a Pauline aussi qui nous demande, alors ça commence à être complexe pour moi, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises. J'ai vu sa question. Ouais. Florian, tu veux te lancer? Ouais, du coup, la question, c'est j'ai cru comprendre que la LMNP avait un impact sur le CA max 72K de la micro-entreprise. Comment ça fonctionne? Est-ce que les revenus sont inclus dans le CA? Très bonne question, parce que moi, c'est quelque chose où j'étais un peu surpris quand j'ai pris un comptable à côté, puisque pour la LMNP, vous avez la comptabilité à faire. Vous pouvez le faire, vous-même, mais vraiment, c'est compliqué, donc je vous conseille. Enfin, autant prendre un comptable. Oui, c'est inclus dedans, et ça, c'est très, très relou. C'est inclus dedans. Et ce qui fait que du coup, vos plafonds vraiment dédiés à votre activité, ils se voient baisser du montant de vos loyers. Et c'est une des raisons pour laquelle, justement, aujourd'hui, je réfléchis à passer sur une autre structure, à voir comment éviter ça. Je n'ai pas encore toutes les réponses sur comment optimiser ça. Mais en tout cas, ouais, selon moi, ça monte dedans. Maintenant, à ma connaissance, ça ne fait pas sauter la période de tolérance. Donc, c'est-à-dire que normalement, oui, il y a un plafond de 72K sur la micro-entreprise. Maintenant, ce plafond, il vous oblige à passer sur une autre structure uniquement si vous l'avez dépassé 2 ans d'affilée. Donc, si la première année, vous faites, je ne sais pas moi, 70K sur votre activité, 10K de loyer, je dis n'importe quoi, vous avez dépassé. Normalement, confirmez ça, hein, ne vous reposez pas que sur mes dires, mais normalement, l'année d'après, c'est OK. Mais à ce moment-là, si l'année N+1, vous pensez que vous allez à nouveau dépasser, ce qui sera sûrement le cas, hein, si vous louez encore, l'année d'après, ouais, vous allez passer sur un autre statut et c'est problématique. Donc, c'est à prévoir en amont. Moi, c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas prévu ça et j'ai été un peu pris de court. Et ce qui m'oblige aujourd'hui à être sur cette réflexion. Alors, heureusement, j'ai cette période de tolérance, mais ouais, c'est une question très intéressante et c'est un point à prendre en compte. On avance pas mal dans le temps. Je vais prendre une dernière question, là, la dernière qui est arrivée. Quelles sont les typologies d'investissement immobilier les plus rentables selon vous? Est-ce que vous avez une réponse à apporter Je vais plutôt laisser Adrien répondre sur le sujet. Il n'y a pas de mauvais produits immobiliers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mauvaises structurations, il y a des mauvais choix sur les crédits qui peuvent impacter une rentabilité. Hein. Moi, j'ai des modèles, je vous change les paramètres en direct, et les rentas, elles sont divisées par 2. Donc, d'une renta brute, dans certains cas, de 5%, on la transforme en 8. Dans certains cas, on la transforme en 3. D'une renta brute de 3%, on peut la transformer en 11 avec le bon régime fiscal. Là, je pense notamment, par exemple, à la loi Pinel. La loi Pinel, elle fait beaucoup de débats. Moi, je considère qu'il y a des pépites, mais qu'il y a 90% du marché à jeter. Moi, je suis moi-même détenteur d'un bien immobilier en Pinel, et ça se passe très très bien, et c'est merveilleux l'opération que j'ai faite. Mais ce n'est pas le cas de tout ce qui existe. Donc, c'est clivant et à juste titre. Donc, il n'y a pas pour moi de bonne typologie en immobilier. C'est une question de structuration et de choix. Quelqu'un qui va vouloir investir dans le neuf en Pinel, il va falloir aller chercher ses 10% de pépites. Autant faire appel à des spécialistes et pas totalement mettre sa confiance dans les commerciaux des promoteurs. Quelqu'un qui va investir dans l'ancien en loueur meublé non professionnel, il va falloir regarder d'autres paramètres. On est dans l'ancien, on n'est pas dans le neuf. Si on est dans l'ancien, est-ce que le ravalement de façade a été fait?
Est-ce que je ne vais pas me faire refaire ma cage d'escalier qui a 150 ans dans mon immeuble en plein centre de Paris, parce que la cage d'escalier en bois massif, elle va coûter en charge de copro, je ne sais pas combien. Donc, ce sont des choses, chaque typologie a ses warnings à regarder, à vérifier. Et à partir du moment où vous faites le travail correctement et que vous vérifiez ces warnings-là, vous faites-vous aider par des spécialistes, par des gens qui savent faire, des gens qui ont déjà fait, moi, des confrères, peu importe, tant que vous ayez confiance avec la personne avec qui vous travaillez, c'est très bien, il faut vous faire accompagner. Il faut avoir confiance, c'est tout. C'est le seul c'est le seul premier point. Mais voilà, je ne peux pas dire aujourd'hui, moi je prends souvent cet exemple, quelqu'un qui dit l'ancien c'est mieux que le Pinel, c'est mieux que la CPI, c'est mieux que machin, c'est comme si je disais les pâtes c'est mieux que le riz. Ça fait pas sens. Ça dépend des pâtes. Si je prends une pâte marque Pouce et que je prends un riz absolument merveilleux, voilà. Donc, et là c'est exactement pareil. Il faut checker, il faut regarder, c'est du cas par cas. C'est pour ça que c'est un métier et que ça prend du temps. C'est pour ça que Florian a pris du temps à regarder beaucoup de choses aussi dans ses investissements. Parce que, je vous dis, ça, c'est vraiment... Et puis ensuite, il y a une part d'aléa. Vous faites la meilleure structuration possible et vous tombez chez un locataire, vous n'avez pas pris d'assurance, loyer impayé, et vous tombez sur un locataire qui squatte pendant 4 ans et qui paye 0 loyer. Vous avez beau avoir mis la meilleure structuration possible, ça fait partie des risques aussi. Donc, il faut savoir se prémunir et se faire accompagner dans ces cas-là aussi, dans les gestions de crise. Si vous faites 25 ans d'immobilier, vous aurez des moments où il y aura des complications. Parce que si en 25 ans, vous n'avez aucune complication, c'est que vous avez une chance incroyable. Donc j'y crois pas. Mais donc, il n'y a pas pour moi de meilleure typologie. Parce qu'il n'y a pas de meilleur produit financier qu'un autre. Il y a des meilleures structurations et des meilleurs suivis. C'est tout. Très bien, merci Adrien. Alors, il y a une ou deux questions que j'aime bien poser aussi en fin de webinaire. Déjà, la première, c'est voilà, si il y a des personnes, Florian on a un peu parlé tout à l'heure, qui veulent en savoir plus, qui veulent se renseigner sur les noms qu'il faut, les mots qu'il faut utiliser, le bon vocabulaire, etc., pour pouvoir aller voir un banquier et pouvoir parler le même vocabulaire. Si pour les personnes qui veulent en savoir plus, en gros, qui veulent se former sur ces sujets, est-ce que vous connaissez des ressources qui peuvent être peut-être moins charlatanesques que d'autres? Sans parler de je pourrais vous mettre la vidéo de Florian aussi. Vous allez recevoir le replay, mais la vidéo de Florian déjà était d'une bonne qualité. Mais est-ce qu'il y a d'autres contenus comme ça qui peuvent... Ouais, il y a... alors moi, sur la vidéo que j'avais fait, ça va être les mêmes informations que sur le webinaire. Ouais. Moi, je m'étais... en fait, il se trouve que j'avais un client pour lequel je bossais en tant que freelance, qui était coach IMO. Et que j'aimais bien parce que c'était très, très terre à terre, très, très concret, pas du tout vendeur de rêve. Et le problème de beaucoup de... Tout ce que vous allez trouver sur YouTube, en IMO, etc., très souvent, un peu comme le disait Adrien, c'est des trucs... 20 ans au chômage, 20 appartements en 2 ans. Enfin, ça n'existe pas, hein, clairement. Faut être clair là-dessus. Et voilà, ce formateur, il était beaucoup plus terre à terre et il vous montre aussi les côtés galères et tout. À la limite, ce que je peux faire, c'est pas une grosse chaîne, mais je veux la mettre dans le chat. Donc le mec s'appelle Mehdi Chirac. Voilà, je vous mets son lien si vous voulez regarder. Moi, je m'étais beaucoup renseigné là-dessus, en tout cas. Et après, renseignez-vous auprès de gens qui l'ont fait. Hein. Renseignez-vous auprès de vos proches, mais vos proches, souvent, ils vont retransmettre leur propre peur sur vous. Ils vont dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe si tes loyers ne sont pas payés, etc., etc. Si vous en parlez à vos proches, parlez-en à des proches qui l'ont fait eux-mêmes, parce que sinon, ça ne sert à rien et ça va vous ralentir plus qu'autre chose. Et toi, Adrien, est-ce que tu as une ou deux ressources à proposer ou Ouais, bien sûr. Alors, un truc beaucoup moins sexy que les formations en ligne, ImpoGouv. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur les statuts, sur les trucs, donc ça prend du temps à lire, le BOFIP, tout ça. Mais tout y est expliqué, tellement tout est écrit. Hein. Les lois, elles ne sortent pas comme ça, elles sont écrites.
Donc après, c'est un petit peu moins passionnant. Personnellement, moi, vu mon métier, c'est mon livre de chevet. Donc voilà, il y a tellement tout y est écrit. Je suis d'accord avec Florian, ouais, c'est ce qu'on se disait sur les vendeurs de rêves, c'est vraiment la cata. Moi, je reçois beaucoup de gens et des fois, il faut les faire désapprendre pour réapprendre derrière. Donc moi, j'ai d'ailleurs un sujet, ces mecs-là vendent de la formation, mais s'ils sont rentiers immobiliers, pourquoi ils vendent de la formation en réalité? Donc ça s'interroge aussi, quelqu'un qui tourne, il n'a pas besoin de vendre des formations. En réalité, je connais quelqu'un qui en connaît un, je ne donnerai pas son nom parce qu'on n'est pas là pour cacher dans la soupe, mais il n'a pas 1 euro de patrimoine immobilier, il vit à Malte, mais il vend la formation, c'est tout, mais il n'a pas 1 euro de patrimoine immobilier. C'est quand même beaucoup. Donc voilà, des contenus sur Internet, je suis sûr qu'il y en a, il faut trouver les bons, ça prend du temps aussi à chercher, à écouter. Ça ne veut pas dire que dans ces vendeurs de rêve, tout ce qu'ils disent est faux non plus. Attention, hein, moi je veux pas, voilà. D'ailleurs, souvent, ils font rédiger les contenus par des spécialistes, donc tout n'y est pas faux. Mais tout n'y est pas vrai. Et je suis d'accord avec Florian, des proches, avec, attention, le prisme. Souvent, les proches, il suffit qu'ils aient eu une mauvaise expérience, ils vont dire surtout fais pas ça, alors qu'en réalité, c'est une généralité qui en tire sur un cas isolé. Donc, ça peut être parfois dommage. Et sinon, des conseillers, faites-vous conseiller. Là, entre guillemets, je prêche ma paroisse, mais pas que la mienne. Créer une relation de confiance avec quelqu'un qui va chercher à vous comprendre. Moi, je passe un temps fou en début de process avec des clients à comprendre leur environnement, comprendre leur train de vie, comprendre où ils sont, leur niveau de famille. Je pose des questions. Est-ce que vous envoyez de l'argent à des proches? Est-ce que vous avez besoin de soutien? Pour comprendre le microcosme économique et adapter le conseil. Et ensuite, je crois que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de faire. Donc faites. Et il y a des choses qui seront réussies, il y a des choses qui seront ratées. Dans tous les cas, si vous n'avez pas la meilleure renta du monde, si vous faites les choses même que correctement, vous aurez quand même une renta. Donc à partir de ce moment-là, vous perdrez au moins pas d'argent. Et ça sera encore mieux pour les fois d'après. Donc le passage à l'action est très important. Vous l'avez vu, ce que j'avais présenté sur les courbes. Plus on attend, plus c'est compliqué. Merci beaucoup, Adrien. Et la dernière question, parce qu'il y a pas mal de monde qui a posé la question pour toi, Adrien, c'est où est-ce qu'on peut vous trouver? Est-ce qu'on peut suivre votre actu? Est-ce que vous faites du contenu? Alors, Florian, il me semble que tu as une chaîne YouTube. Je ne suis pas sûr que tu parles immobilier tout le temps dessus. Non, alors, c'est une chaîne où clairement, je ne suis pas très actif. Okay. Il y a 3 vidéos. Mais sinon, comme je le disais, c'est la crème de la crème, LinkedIn. Et voilà, je suis assez actif là-dessus. Ok, et Adrien, il y a pas mal de monde qui demandait où est-ce qu'on pouvait te contacter, ton site à un moment sur le chat, si tu veux, c'est le moment un peu… Ouais, c'est bon, pas de pub, je suis pas venu pour ça en plus, donc c'est très gentil à vous, merci. Ça montre que ce que j'ai dit vous a impacté un peu. Moi, j'aime pas faire du marketing, je suis pas un conseiller comme ça. Je fais pas de tractage, je fais pas de démarchage téléphonique. Ça me gonfle, c'est un sujet. Moi, je trouve ça paradoxal de faire de l'argent, de demander la confiance des gens et de dire est-ce que vous payez assez d'impôts? Voilà, je vais encore moins faire une chaîne YouTube vu ce que je dis depuis le début quand même de la réunion. Ça serait quand même un peu paradoxal. Vous me voyez arriver faire salut à vous, jeunes entrepreneurs de crème de la crème. Si vous voulez une renta à 10%, appelez-moi. Ça serait quand même un peu problématique. Moi, je fonctionne que par le bouche à oreille, voilà, et par des événements qui ne sont même pas forcément les miens. Et moi, quand je fais des événements, des conférences, parfois thématiques, je n'invite que ma base de clients et je les invite à recommander ce que je fais autour d'eux, c'est tout. Donc, je fonctionne que comme ça parce que pour moi, c'est le meilleur levier de création de confiance. Donc, j'ai envie de dire, je vais respecter mes habitudes et mes valeurs. Si vous voulez me trouver, harcelez Clément pour qu'il vous envoie mon adresse mail. Et Clément, tu as carte blanche pour partager si on te la demande. Moi, j'ai un site internet. Envoyez pas un message via le site parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas développeur informatique, donc j'ai tenté un truc, ça ne marche pas du tout. Vous pouvez prendre rendez-vous dessus, mais en tout cas, pas de message via le site. Prenez l'adresse mail et envoyez-moi un mail directement parce que mon truc, il ne marche pas. C'est donc, bien clair. Chacun son métier. Voilà.